célèbre au monde. C'était l'équivalent du roi du rock'n'roll Elvis Presley. Tupac était le roi du rap. Pour ses fans, il est le plus grand gangsta rappeur de tous les temps. Il est la voix rageuse de l'Amérique urbaine. Les gens du quartier l'appelaient le Jésus noir et il venait nous sauver. Mais aux yeux des autorités et de ses ennemis dans le monde du hip-hop, Tupac est une menace. Il avait dit plusieurs fois « Je vais mourir. Je vais mourir au sommet de ma gloire. » Bientôt, sa prophétie se réalisera. Voici les dernières 24 heures de la vie de Tupac Shakur. Los Angeles, en Californie, le 6 septembre 1996. Il est 23h30 et Tupac Shakur quitte les studios Lacey dans le centre de LA, où le tournage de son dernier clip vidéo vient de s'achever. Après 6 singles en tête des ventes en 6 ans, Tupac surfe sur une vague de succès que ses concurrents ne peuvent que jalouser. Mais dans 24 petites heures, Tupac sera brusquement stoppé dans sa course. De retour dans sa villa de Calabasas, en banlieue de Los Angeles, Tupac, épuisé par le tournage, s'accorde quelques heures de sommeil. Le lendemain matin, sa cousine Jamala Hussein vient lui rappeler qu'ils doivent partir pour Las Vegas. Nos anniversaires tombent le même mois et il voulait qu'on le fête ensemble à Las Vegas. À Las Vegas, Tupac doit se rendre à un match de boxe et se produire dans un club. Sa petite amie, Kidada Jones, la fille du célèbre Quincy Jones, doit l'accompagner. Quelques heures plus tard, ils prennent la route. Mais Tupac se passerait bien de faire ce voyage. Tupac ne voulait pas y aller. Ça crevait les yeux. Il avait des problèmes de famille à régler à Atlanta et il n'avait pas franchement envie d'un périple à Las Vegas. Mais sous la pression de son manager, Tupac accepte. Ce sera son dernier voyage. Cinq ans plus tôt, en 1991, Tupac Shakur n'a qu'une idée en tête: être le plus grand dans l'univers compétitif du hip-hop. Dès la sortie de son premier album, Tupacalypse Now, Tupac en prend la voix. Il noue immédiatement des liens profonds avec ses fans, en dénonçant la dure réalité de la vie dans la rue. Dès qu'il prenait un crayon ou un micro, c'était comme s'il avait été frappé par la grâce de Dieu. Dans toutes ses chansons, on aurait dit qu'il donnait de sa vie, de son sang. They got little Italy, little everything. They don't have a little Africa. They got the ghetto, and we think that that's ours. That's not even ours. That's just what was left over. Ces chansons parlent au nom des opprimés, des pauvres, des laissés pour compte, ceux qui n'ont aucune voix politique dans la société. En 1994, Shakur affirme clairement sa philosophie dans un album intitulé Thug Life, Vie de truand. Il voulait montrer à tous ceux dont tout le monde se fout que lui ne s'en foutait pas. C'est ce qu'il a fait avec cet album. Ça ne valait pas que pour un mec comme moi, ça valait pour tout le monde. Il dénonçait tout ce que la société nous balançait à la figure.
Thug Life parle de choix. Quand on fait les mauvais choix, on se retrouve avec une vie qu'on n'a pas voulu. C'est de ça que parle Thug Life. Malgré toutes mes galères, je m'en sortirai. Tupac a ses convictions politiques gravées dans la peau. Tous ces tatouages voulaient dire quelque chose. L'un d'eux disait 50 avec le dessin d'un AK-47 parce que Tupac pensait que 50 Noirs étaient capables de tout. De tout. Du moment qu'ils le décidaient et qu'ils avançaient tous dans la même direction. Le public tombe sous le charme de son bagou et de son refus catégorique d'adoucir son message. Est-ce que c'était incendiaire, démentiel? Est-ce que les gosses hurlaient à ses concerts? Est-ce que les filles arrachaient leurs vêtements? Est-ce que les mecs levaient un revolver en guise de salut? Oui, c'est ça le hip-hop, c'est ça l'esprit rock. Mais Tupac séduit bien au-delà du ghetto. Les adolescents blancs des banlieues bourgeoises aiment cet air de danger venu de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était son énergie, sa force, son dynamisme, mais il touchait tout le monde, hommes et femmes, noirs et blancs, jeunes et vieux. Si Tupac cherche à attirer l'attention, c'est réussi. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Tandis qu'il gravit les échelons, certains membres de la communauté hip-hop l'observent avec envie. Tupac Shakur commence à se faire des ennemis. Dans le hip-hop, tout est affaire de compétition. Je suis meilleur que toi, j'ai plus de nanas que toi. C'est presque comme un sport. On voit s'affronter des égos gigantesques. C'est extrêmement destructeur. Bientôt, ces obsessions de rivalité et de violence envahiront les rues fastueuses de Las Vegas. Et quelqu'un renversera le roi du rap. « 7 septembre 1996, 15h. Tupac Shakur est arrivé à Las Vegas, dans le Nevada, où il doit assister à un match de boxe et se produire dans un club de la ville. Il n'en aura jamais l'occasion. Dans moins de 9 heures, il sera assassiné de sang-froid. Après avoir laissé sa petite amie et sa cousine à son hôtel, Tupac se distrait au casino en attendant le match de boxe. À ses côtés, son fidèle garde du corps, Frank Alexander. On est allé au MGM et il s'est mis à jouer au dé. Il gagnait très gros. Il était vraiment très fort. Quand on est arrivé à Vegas, Tupac devait avoir 10 000 $ en poche. Ça lui brûlait les mains et il voulait s'en débarrasser le plus vite possible. À la table de jeu, Tupac est rejoint par les membres d'Outlaw Immortals, son groupe de scène. C'étaient ses chanteurs et ses amis. Ils jouaient sur beaucoup des titres de Tupac à l'époque. Comme d'habitude, Tupac ameute les foules, et surtout les femmes. Tupac et les femmes. Les femmes arrivaient par milliers, de vrais groupies. Elles venaient des tournages de films, des clips vidéo, des studios, d'Italie, de partout. Au casino, comme dans la vie, Tupac joue gros. Mais il connaît un succès planétaire et peut se permettre de risquer la mise. « 25 ans plus tôt, dans les rues de Harlem Est à New York, peu auraient misé sur la réussite à venir du jeune Tupac Shakur. Sa mère, Afeni Shakur, membre du parti extrémiste des Black Panthers, est arrêtée et inculpée, ainsi que 20 autres participants pour tentative d'attentat à la bombe. Finalement acquittée de tous les chefs d'accusation et enceinte de Tupac,
Afeni est libérée après 15 mois passés derrière les barreaux. Le 16 juin 1971, elle donne naissance à Tupac Amaru Shakur, à qui elle donne le nom d'un révolutionnaire inca sud-américain. Tupac signifie serpent lumineux. Serpent lumineux est un esprit brillant. En 1971, je croyais sincèrement que le prénom d'un enfant pouvait l'aider dans la vie. Ce qui n'aide pas non plus le jeune Tupac, c'est son père, membre également des Black Panthers. Pour ajouter à l'instabilité familiale, une extrême pauvreté conduit à plusieurs reprises Tupac et sa mère à dormir dans la rue. Mais en 1986, malgré toutes ces épreuves, Afeni emménage à Baltimore et parvient à inscrire son fils dans un lycée pas comme les autres, l'Académie des Arts de Baltimore. C'était vraiment une bonne expérience pour Tupac, car tous les autres élèves de l'école étaient des artistes. C'est un environnement très différent, beaucoup plus libre, beaucoup moins restrictif. Tupac tombe amoureux du théâtre et de la musique rap. Tupac a toujours cru qu'il pouvait tout avoir. Être un rappeur incroyable, un acteur incroyable. Je crois qu'il ne voyait aucune frontière, aucune limite à son potentiel. En juin 1988, afin de protéger son fils d'une vie de famille perturbée, Afeni envoie Tupac à l'autre bout du pays, vivre avec une amie à Marine City, en Californie. Mais l'adolescent de 16 ans s'aperçoit vite qu'il a troqué un cauchemar contre un autre. Marine City était tristement célèbre pour sa violence des rues. Tupac était un gringalet. Même musclé et gonflé à bloc, c'était un gringalet. C'est encore plus dingue quand on pense au cran qu'il avait. Il n'avait peur de rien, ni de personne. Ni homme, ni femme, ni enfant, ni animal. Parce qu'on ne meurt qu'une fois. Afeni rejoint rapidement son fils en Californie. Mais tout espoir de retrouvailles familiales heureuses est gâché par ses difficultés personnelles. Mes enfants et moi avons un lien fondé sur l'honnêteté et la confiance. Et j'ai brisé ce lien par un mensonge. J'ai menti en disant « je me drogue, mais je contrôle la situation ». C'était un mensonge et il m'a coûté très cher. Je ne porte pas le même regard que mes enfants sur cette époque, car tout ce que je faisais, c'était chercher de la drogue. J'avais trouvé ma réponse. C'était le crack. À 17 ans, Tupac monte avec Ray Love, un copain de quartier, son premier vrai groupe, Strictly Dope. On n'avait peur de rien. On se précipitait sur scène et on jouait direct. On n'avait pas besoin de se faire livrer à manger avant le concert, d'exiger un type de micro en particulier ou une limousine. N'importe quel micro, et c'était parti. « 7 septembre 1996, 18h15. Depuis son arrivée à Las Vegas, presque 4 heures plus tôt, Tupac Shakur et son entourage prennent du bon temps, en jouant au casino et en buvant quelques verres. Mais dans seulement 5 heures, Tupac Shakur sera abattu de sang-froid. Sur l'invitation de Suge Knight, son manager et directeur de sa maison de disques, Tupac se rend à un match de boxe très attendu entre Bruce Sheldon et Mike Tyson, un ami proche de Tupac. Mike et Tupac avaient une vraie amitié, une relation vraiment très forte. On était tous des fans de Tyson. C'était un héros pour tous les gamins du ghetto comme nous. Depuis leur arrivée, Tupac a insisté pour que sa petite amie, Kidada, et sa cousine Jamala restent à l'hôtel. La petite fête est réservée aux hommes.
On s'est demandé pourquoi il nous avait amenés là si on n'avait même pas le droit d'assister au match, d'aller faire la fête ou de descendre au casino. Tupac nous a carrément supplié de rester dans la chambre et de ne pas descendre. Sa petite amie et sa cousine en sécurité à l'hôtel, Tupac et son garde du corps, Frank Alexander, se rendent au MGM Grand, où doit avoir lieu le combat de Mike Tyson. Mais pour Tupac, se frayer un chemin n'est pas chose facile. Il y avait des tonnes de gens qui faisaient la queue pour voir le match. Quand on est arrivé, j'ai entendu les gens murmurer « Tupac !» Et quand on passait, « C'est Tupac !» Les groupies et les fans se mettaient à crier « Tupac !» Alors qu'ils évoluent à travers la foule, les fans en délire ne sont pas le seul souci du garde du corps. Le rappeur a aussi sa part d'ennemis. Sa dernière chanson, Hit 'Em Up, une attaque acide contre un autre rappeur, Biggie Smalls, a déclenché la colère de la communauté hip-hop. Pour Frank Alexander, là est le véritable danger. J'ai dit à Tupac, « Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire cette chanson ?» Il m'a répondu, « Tu l'as écoutée, c'est du délire, non? Elle est partout, dans toutes les boîtes, partout, ça va déchirer, etc., etc. » Je lui ai dit, « Mon vieux, il va te falloir un autre garde du corps. Je ne vais pas pouvoir assurer tout seul. » Alexander appelle en renfort la sécurité du MGM. Pour Tupac, qui a construit sa carrière sur la confrontation, la menace permanente fait partie de l'aventure. Mais en 1990, seulement 6 ans plus tôt, peu avaient entendu parler de Tupac Shakur. Toujours à Marine City, en Californie, tentant désespérément de percer dans la musique, il attire l'attention du rappeur d'Oakland, Shock G, qui propose à Tupac une place de danseur dans son groupe Digital Underground. Il a vu que Tupac n'avait pas de famille qui l'attendait. Et il lui a donné sa chance. C'est la chance que Tupac attendait. Du jour au lendemain, l'adolescent se retrouve en tournée mondiale. Tupac s'est bien amusé avec Digital Underground. Ils sont allés au Japon, à Londres, en Italie, en Australie même. Artiste né, Tupac arrête très vite la danse pour s'emparer du micro. Le succès est immédiat. Tupac était un maître. Il savait s'approprier n'importe quel style et le reproduire un peu différemment ou même encore mieux. Pour ça, il était très fort. C'est comme ça qu'il a tracé sa route. Très vite, Tupac signe son premier contrat et en novembre 1991, Tupacalypse Now sort dans les bacs. L'album est fait d'un mélange puissant et parfois contradictoire d'hymnes à la violence et de réflexions sur la société. Il parle de pauvreté, de foyers brisés et de dépendance à la drogue. Il a écrit des chansons extrêmement négatives sur les femmes, les rabaissant au rang de moins que rien. Mais il a aussi toute une série de chansons où il place les femmes, les mères, les femmes noires, sur un piédestal. C'était quelqu'un de vraiment complexe. Tupac puise son inspiration dans sa propre expérience. Un garçon élevé dans le militantisme politique, sensibilisé à l'art et endurci à l'école de la rue. C'était avant tout un poète. Il était tellement en accord avec lui-même qu'il pouvait écrire n'importe quelle chanson sans craindre de passer pour un faible. Il était son plus grand admirateur. Il me disait toujours « Écoute ce que j'ai dit, il est trop bon ce mec !» C'est comme ça qu'il parlait de lui. « Il est trop bon ce mec ! Jamala, écoute, j'assure trop !» Il récitait quelques-unes de ses paroles et disait « Je suis trop bon, je suis trop bon, je les écrase tous !» Je lui disais qu'il était cinglé. Depuis son plus jeune âge, Tupac veut aussi devenir acteur. En 1991, son deuxième rêve devient réalité lorsqu'il décroche le premier rôle du film à succès, Juice.
Quand je suis allé voir Juice à sa sortie, les nanas hurlaient dans la salle. Il fallait vraiment voir ça. Dès que Juice est sorti, tout le monde ne parlait plus que de Tupac. C'était évident qu'il allait devenir énorme. Ce film l'a plus aidé que la musique. Il descendait, écartait les jambes et les bras, secouait ses breloques, relevait son col et disait « Je suis une légende des temps modernes ». Je lui disais « Dans 10 ans, tu seras l'homme le plus puissant des États-Unis ». Et il me répondait « Exactement, tu vas voir ». L'avenir s'annonce brillant pour Tupac. L'année suivante, sa mère, Afeni Shakur, désormais sobre, réapparaît dans sa vie. Ils forment à nouveau une famille. J'ai appris que quand un enfant vous dit « Tu es ma mère », il vous accorde un droit de regard sur sa vie. Mais il peut vous en priver de la même manière. Mes enfants l'ont fait. Je n'ai pas repris ce droit, ils me l'ont rendu. Mais le vent ne tarde pas à tourner. En 1992, Tupac est arrêté pour avoir attaqué un chauffeur de limousine. En 1993, il est inculpé pour avoir agressé un autre rappeur avec une batte de baseball. Lors d'un autre incident, on l'accuse d'avoir attaqué le réalisateur Allen Hughes avec une arme. À Atlanta, il est arrêté puis relâché pour avoir tiré sur 2 policiers en civil. On dirait que Tupac Shakur prend son rôle de mauvais garçon un peu trop au pied de la lettre. Compte tenu de son histoire et des rapports de sa famille avec les autorités, la police détestait Tupac. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait un cœur de Black Panther, mais Tupac n'avait aucune patience avec les forces de l'ordre. Je ne crois même pas qu'il les respectait. Pourquoi les autorités s'acharnaient sur lui? Parce que Tupac leur faisait un pied de nez, voire pire. Mr. Shakur, can we get a comment from you at all? Hell no. Thug life. Thug life. Thug life. That's my comment. What's that mean? I don't understand. Tupac croyait toujours qu'il ferait partie des statistiques. Et il disait, si je dois faire partie des statistiques et que l'Amérique doit me foutre en l'air, alors autant que ce soit en beauté. Dans la lutte entre Tupac l'artiste et Tupac le truand des rues, sa part d'ombre semble prendre le dessus. Et dans les rues de Las Vegas, par une chaude nuit d'été, cette part d'ombre l'engloutira bientôt tout entier. Bien sûr, dans Top Gear, il y a des bagnoles et même des plutôt pas mal. Bien sûr, dans Top Gear, ils savent pousser le champignon jusqu'à partir dans le décor. Mais dans Top Gear, il y a aussi ce grain de folie typiquement british qui fait toute la différence. That is cool. Plus hardcore qu'Automoto et plus glamour que Champs-Élysées, Top Gear, sans doute la meilleure émission automobile au monde. Mettez du Discovery dans votre moteur avec Top Gear le lundi à 20h45 sur Discovery Channel. « 7 septembre 1996, 20h35. Tupac Shakur vient d'assister à un match de boxe au MGM Grand, où son ami proche, Mike Tyson, a pulvérisé son adversaire Bruce Sheldon en moins de 2 minutes. Dans les loges, Tupac est accompagné par Suge Knight, son manager et directeur de la maison de disques Death Row. Avec eux, le garde du corps de Tupac, Frank Alexander, et plusieurs associés de Death Row Records. Il est évident pour tout le monde que Tupac Shakur est encore complètement dans le combat. Il n'arrêtait pas de dire « 50 coups, mec, 50, il m'a mis KO en 50 coups ». Alors que le groupe rejoint l'entrée, un des employés de Death Row glisse un message à Tupac.